Je vais maintenant vous parler de la suite du parcours de médicaments, de l'idée qui a germé dans la tête du chercheur jusqu'à son efficacité montrée sur quelques cellules. Et vous verrez que ce parcours est certes biologique, mais le médicament ne s'arrête pas à la recherche clinique proprement dite. Après, il a un parcours administratif jusqu'à être administré aux patients. Donc premièrement, la définition, la recherche clinique ou biomédicale, c'est l'ensemble des études organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques et médicales. Cette recherche est thérapeutique, c'est-à-dire à visée de soins. Elle peut concerner donc le médicament, c'est l'ensemble de ma présentation, mais vous pouvez aussi faire de la recherche thérapeutique concernant des techniques, par exemple tester de nouveaux robots en chirurgie ou de nouveaux dispositifs d'imagerie. Vous pouvez aussi faire de la recherche thérapeutique concernant des stratégies de soins, c'est-à-dire combiner plusieurs traitements les uns avec les autres afin d'améliorer la prise en charge du patient. Mais la recherche clinique peut concerner aussi des aspects non thérapeutiques directs, c'est-à-dire par exemple, rechercher des facteurs qui prédisposent à telle ou telle maladie, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Et vous pouvez aussi faire de la recherche clinique, par exemple, en coût-bénéfice, faire une enquête de politique de santé. Cette recherche clinique, maintenant, on en entend beaucoup parler. Luc vous l'a dit, c'est un passage obligé pour qu'un médicament puisse avoir l'autorisation de mise sur le marché. Mais il faut vous dire que finalement, c'est quand même assez récent, le cadre législatif qui encadre cette recherche clinique. J'ai envie de vous dire que depuis que la médecine existe, il y a toujours eu de la recherche clinique, mais que c'est vraiment au procès de Nuremberg où, sous couvert de recherche clinique, les nazis ont justifié des expérimentations dans les camps de concentration. Et ça a été la première vraie prise de conscience au niveau mondial de cette nécessité d'encadrer cette recherche clinique. Et je vous passe les détails entre 1947 et 1988. En 1988, en France, la loi Uriès-Heruskla a été légifère en fait et a été le premier vrai cadre légal pour encadrer cette recherche clinique, notamment avec la définition de ce terme de recherche biomédicale et la définition de ce qu'est qu'un promoteur, un investigateur. J'y reviendrai tout à l'heure. Et la création du comité consultatif pour la protection des personnes de la recherche biomédicale, le CCPRB, qui en fait va être remplacé par le CPP lors de l'aboutissement de 9 août 2004 de la loi du cadre de la santé publique qui a encore précisé ces définitions de recherche biomédicale. Et enfin, tout ceci a encore évolué avec une obligation depuis un décret en novembre 2006 pour les promoteurs et les investigateurs, c'est-à-dire les personnes qui font la recherche clinique, d'avoir des bonnes pratiques cliniques qui en fait les responsabilisent d'un point de vue éthique et d'un point de vue analyse des études des données. Alors, quand on parle recherche clinique, je vais m'occuper de la recherche clinique thérapeutique du médicament. La première personne concernée, c'est le patient. Et il est très important que le patient soit d'accord et soit informé. Donc l'information et le consentement, quelque chose de primordial en recherche clinique. Cette information doit être libre. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer à un essai thérapeutique. Il doit être éclairé. Éclairé, c'est-à-dire que le patient doit comprendre pourquoi est-ce qu'on lui propose l'étude et la finalité de l'étude. Et pour que ce consentement soit éclairé, il faut que l'information doit être claire, c'est-à-dire adaptée au patient, compréhensible, et donc dans sa langue maternelle. Et donc cette information doit être claire et loyale, complète et sincère, en particulier au sujet des risques potentiellement encourus par le malade quand il accepte de participer à un essai thérapeutique. Donc ce consentement libre, éclairé, explicite, et tout patient a un document écrit qu'il doit lire pour mieux comprendre sa participation dans l'étude. Et ceci est donc formalisé et légal. Donc je vais revenir rapidement sur quelques termes que vous avez peut-être entendus. La recherche clinique, le promoteur, l'investigateur, le comité de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est en fait une antenne du ministère de la Santé et qui donne son avis quand un protocole se construit, il donne son accord, et une fois que l'étude est terminée, l'autorisation de mise sur le marché dépend de l'ANSM aussi.
Le promoteur, c'est le financeur de la recherche, c'est l'interlocuteur de l'autorité compétente. Il peut être public, l'hôpital, les laboratoires INSERM, mais il peut être aussi privé, un laboratoire ou certaines associations. Le promoteur, c'est lui qui finance la recherche, qui dépose le dossier et qui s'occupe du suivi de l'étude, éventuellement de modifier l'étude en cours de route, ce qui est possible, d'interrompre une étude si celle-ci semble ou non efficace, ou trop toxique ou dangereuse pour le malade, qui s'occupe de clôturer l'étude et de recueillir les événements indésirables à l'aide de l'investigateur. L'investigateur, ou plutôt les investigateurs, ce sont nous, les médecins, c'est nous qui aidons à l'élaboration du protocole et qui conduisons l'étude en consultant et en vous voyant les patients, en recueillant et analysant les données, et nous publions les résultats. Il faut savoir que pour qu'une étude clinique se fasse, il faut donc un promoteur à l'origine de l'étude, des investigateurs qui font l'étude, et il vous faut donc l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de ces fameux comités de protection des personnes, qui sont des instances régionales indépendantes, nommées par le préfet, et qui donnent leurs avis sur les conditions de validité de la recherche, la pertinence générale du projet, l'adéquation objectif-moyen, et est-ce que cette recherche est éthique. Et donc maintenant, le médicament, donc l'idée a germé dans la tête du chercheur. On se dit que cette molécule peut être importante dans le traitement de telle maladie, et donc maintenant, il va falloir passer, pour le médicament, plusieurs étapes, c'est une course de fond, pour arriver jusqu'à la dispensation aux malades. Donc les étapes d'un essai clinique, ce développement, donc plusieurs étapes avant sa mise sur le marché, dite AMM. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape préclinique, c'est-à-dire l'expérimentation chez l'animal. Dans l'éprouvettes, la cellule tumorale semble sensible à la molécule. Il faut maintenant voir au sein d'un organisme vivant, et le premier modèle, c'est un modèle animal, notamment la souris. On va expérimenter cette molécule et surtout voir l'efficacité et regarder le devenir de ce médicament au sein d'un organisme vivant, c'est-à-dire comment il est absorbé, par quelle voie il est éliminé et comment, au niveau biologique, il interagit avec le récepteur. C'est ce qu'on appelle les études pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Bien entendu, dans ces études précliniques, on va regarder donc l'efficacité et aussi les toxicités potentielles. Une fois que ce médicament a passé l'étape dite préclinique, on va rentrer dans la recherche clinique à proprement parler. Et il faut savoir qu'à peu près un médicament sur 15 passe toutes ces étapes avant d'arriver dans les études dites de phase 1. Un médicament, avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, va passer par des étapes de phase 1, de phase 2, de phase 3, et je parlerai des phases 4 après. Donc l'étude de phase 1, c'est que votre médicament a l'air d'être efficace sur la cellule tumorale dans l'éprouvette. Alors on est d'accord, tout ça est très schématique, hein, mais c'est un petit peu ça l'idée. Semble être efficace dans l'éprouvette. Vous l'avez testé au sein d'un organisme qui a un cœur, des poumons, une élimination rénale, etc. Et ça a l'air aussi de marcher et on a l'impression qu'on commence à comprendre comment ça se passe. Mais la souris, ce n'est pas l'humain. Donc il faut une première phase de test d'administration à l'homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle les études de phase 1. C'est donc la première administration à l'homme qui se fait en dehors du domaine cancérologique, je vais le préciser, normalement sur des volontaires sains. Il y a une sorte de dérogation pour les études de phase 1 en cancérologie. On propose une étude de phase 1 à un patient en cancérologie quand, chez ce patient, dans sa maladie, il n'y a pas de traitement standard validé. Et donc, on voit plutôt ça comme une chance potentielle pour le malade d'avoir accès à une nouvelle molécule, mais bien entendu, c'est la première administration à l'homme, donc on ne sait pas exactement comment se passe l'administration de ce médicament chez le malade, et d'ailleurs l'objectif de la phase 1, en premier, est de trouver la bonne dose qui soit bien tolérée pour le malade en termes de toxicité. Et c'est ça l'objectif d'une phase 1, c'est d'étudier la dose maximale tolérée, la tolérance, bien entendu comment se comporte le médicament dans l'organisme humain, mais bien entendu, même si ce n'est pas l'objectif principal, on regarde quand même s'il semble y avoir un bénéfice pour le malade. Ces études de phase 1 se font sur des toutes petites cohortes, sur des petits échantillons de malades et au sein de centres qui ont une agrémentation, si je puis dire, pour faire de la phase 1. Donc, le médicament passe l'étape préclinique, passe l'étape de la phase 1, on a l'impression qu'on a trouvé une dose qu'il ne faudra pas dépasser pour ne pas être trop toxique. Ce médicament nous semble efficace.
On va essayer maintenant de les tester sur un plus grand nombre de malades, et c'est ce qu'on appelle les études de phase 2. Là, vraiment, on va étudier l'efficacité du produit chez des malades pour essayer d'affiner un petit peu les posologies et le mode d'administration optimal pour passer à l'étape d'après, qui est vraiment la phase 3. L'étude de phase 3, c'est vraiment la dernière étape avant la mise sur le marché du médicament, indispensable avant cette fameuse demande d'AMM, autorisation de mise sur le marché. La méthodologie est très rigoureuse et c'est vraiment la phase de test de l'efficacité à grande échelle de la molécule. Elle se fait chez un grand nombre de sujets volontaires malades, volontaires, consentement libre éclairé. On propose toujours aux patients de rentrer dans une étude de phase 3. Et ce qui est important, c'est qu'on va comparer, donc notre nouvelle molécule A nous semble intéressante. On pense même qu'elle fait mieux que le traitement B, qui est le traitement de référence. Les études de phase 3 donc, doivent se comparer au traitement de référence. Parce que j'ai envie de vous dire que ce serait facile. Si les médecins pensent que la molécule est très bien, on donnerait à tout le monde la molécule A. Non, il faut quand même montrer à grande échelle qu'elle fait mieux que le traitement standard. C'est ce qu'on appelle cette fameuse randomisation, c'est-à-dire tirage au sort. Quand le patient accepte de rentrer dans une étude de phase 3, comparative, c'est pas moi ni le patient qui choisit. On tire au sort, en général, un patient sur 2 à la nouvelle molécule et un patient sur 2 à le traitement standard, bien sûr pour garantir qu'il n'y ait pas de perte de chance pour le malade, c'est-à-dire que dans le pire des cas, il a le traitement qu'on lui ferait valider de manière nationale ou internationale, et sinon, il peut tester cette nouvelle molécule qui semble en tout cas très prometteuse. Et donc, quand l'étude de phase 3 est menée et aboutit à de bons résultats, on demande l'autorisation de mise sur le marché, qui est un dossier à présenter à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais pour les médicaments anticancéreux, cette AMM est déposée par l'ANSM devant la Commission européenne et l'AMM est donnée pour tous les États membres. Il faut savoir que rien que l'examen par la commission du médicament entre la dépose de dossier de l'AMM et son acceptation est un délai d'environ 210 jours qui, dans certains cas, peut être un petit peu abaissé. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'un médicament a l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que maintenant on peut le proposer de manière, on va dire, légale à nos patients, que cette AMM ne doit pas être renouvelée. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, le médicament est encore une fois jugé sur des critères d'efficacité ou de tolérance afin d'être sûr qu'après 5 ans, les bénéfices qu'on a eus avec l'essai thérapeutique de phase 3 se confirment sur des périodes un peu plus longues. Donc au bout de 5 ans, l'AMM doit être renouvelée. Néanmoins, une fois qu'on a passé ce délai de 210 jours de dossier d'AMM devant la Commission européenne, le parcours administratif du médicament, donc le parcours clinique, on va dire qu'il l'a eu, le parcours administratif, il en a fait un bon bout de chemin, mais ce n'est pas encore fini. Une fois qu'on a obtenu la demande d'autorisation de mise sur le marché, il faut évaluer le service médical rendu par un organisme qui s'appelle la Commission de transparence, qui dépend de la Haute Autorité de Santé, qui en fait va nous assurer que, en effet, le service médical rendu est net pour ce médicament qui vient d'obtenir l'AMM, mais aussi que ce service médical rendu est amélioré. Voilà. Donc il évalue encore derrière l'autorisation de mise sur le marché, on va dire la validité de cette AMM et le bénéfice escompté de cette molécule. Et à partir de là, le médicament est inscrit sur la liste des spécialités remboursables. C'est la commission de transparence qui s'occupe aussi du taux de remboursement du médicament et qui s'occupe aussi du prix du médicament qui est négocié avec les laboratoires. Et enfin, après ce long parcours, qui peut quand même durer, on va dire, entre la recherche clinique terminée et la présence du médicament dans nos pharmacies, jusqu'à 2 ou 3 ans, vous avez enfin la publication au journal officiel du médicament. Donc c'est un long parcours du combattant pour le médicament. Alors il faut savoir que vous, en tant que malade, et puis maintenant il y a Internet, les congrès où vous pouvez avoir accès à des publications médicales, même assez facilement, vous entendez toujours parler de la molécule qui est bien aux États-Unis et pourquoi c'est pas en France, etc., etc. Vous voyez que le parcours administratif est quand même très long. Donc dans des situations exceptionnelles, le temps par exemple que la demande d'AMM soit acceptée, vous avez
c'est une exception française, l'autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire que des médicaments qui n'ont pas encore l'AMM peuvent être délivrés dans ces conditions suivantes. Elles sont destinées à traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies graves ou rares. Il n'existe pas de traitement approprié de ces pathologies. Et l'efficacité et la sécurité d'emploi sont présumées en l'état actuel des connaissances scientifiques. Donc c'est le moyen d'obtenir un petit peu en avant-première des médicaments qui semblent être, en fait, qui vont avoir l'AMM, mais dont le délai administratif est encore très long pour des malades à qui on a envie de proposer ces traitements. Et ces ATU peuvent être proposés chez un groupe de malades, ce qu'on appelle les ATU de cohorte, et elles peuvent être sinon données à titre nominatif qui concerne un seul malade, nommément désigné, et qui ne peut pas participer à la recherche biomédicale dans sa situation clinique. Ces ATU nominatifs sont délivrés à la demande et sous la responsabilité du médecin prescripteur. C'est l'ANSM qui délivre les ATU. Donc, le parcours du médicament, vous pouvez vous dire, il a l'AMM, il est utilisé maintenant de manière classique et standard. Est-ce que ça s'arrête là? Eh bien non. Et vous êtes sensibilisé en tant que patient à ces... Enfin, vous devriez être sensibilisé en tant que patient, mais nous aussi les médecins, à ces essais thérapeutiques dits de phase 4, car ça ne s'arrête pas à la phase 3 et à l'AMM. Il faut savoir, même si le médicament semble être efficace, ce que ça va donner sur le long terme, certes en termes d'efficacité, mais en termes de tolérance. Et c'est vrai que nous ne savons pas, on va dire, ce que peuvent donner nos médicaments après 10 ou 15 ans d'utilisation. Donc, la recherche clinique ne s'arrête pas à l'AMM, elle se poursuit après l'AMM par ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est cette phase qui est réalisée après la commercialisation du médicament, dans les conditions usuelles de prescription, et qui en fait évalue la balance bénéfice-risque du médicament tout au long de sa vie. Donc, vous voyez que le parcours clinico-administratif du médicament est assez périlleux, est assez long. Vous avez en moyenne, entre la recherche et développement, le préclinique, la phase clinique et la pharmacovigilance, on va dire, je ne veux pas dire 20 ans, mais quasiment. Vous avez de longues périodes d'évaluation du médicament. Et pour revenir à des choses plus concrètes, je vais vous montrer le parcours du médicament une fois que nous l'avons à la pharmacie, en prenant l'exemple de la pharmacie de Purpan. Alors, je suis désolée pour les photos parce que nous déménageons, vous savez, à l'Oncopole dans 6 mois, donc les locaux seront beaucoup plus beaux. Mais la pharmacie m'a quand même prêté ces photos pour vous montrer un petit peu en pratique comment ça se passe au CHU Purpan. Donc, le circuit d'une prescription d'une chimiothérapie commence par la réception de la prescription par les pharmaciens. Les pharmaciens valident la prescription, donc c'est vrai qu'il y a une sorte de sécurité. Ils vérifient que la dose est bien celle qui doit être faite. Ils vérifient que s'il y a eu des adaptations de dose antérieurement et qu'on reconduit le protocole, ils vérifient que cette adaptation de dose est reconduite ou pas, etc., quitte à nous appeler au téléphone. Et après, ils mettent en fabrication les produits, ils préparent la chimiothérapie, contrôle libération du produit fini, puis enfin le dispense pour arriver à l'administration au patient. Et donc voilà la très jolie salle de validation. Donc ça, c'est notre pharmacie. Et derrière, vous avez le SAS de préparation de la chimiothérapie. Donc les pharmaciens, les prescriptions leur arrivent sur l'ordinateur. Ils valident la prescription. À noter que tout ce qui concerne la recherche clinique, ils ont tous les classeurs de recherche clinique, car la dispensation des produits de recherche clinique se fait à part. Et là, vous avez la salle de préparation proprement dite. Alors, la photo est prise derrière la vitre, mais vous avez les préparateurs en pharmacie qui mettent les mains dans les gros gants et qui, sous hotte stérile, vous fabriquent la poche de chimiothérapie. Une fois que le produit est préparé, le sas de sortie, contrôle libératoire, identité du patient, protocole de chimiothérapie, et enfin, le pharmacien le délivre à notre gentil coursier, qui part dans les méandres de l'hôpital Purpan. Alors vous voyez, c'est pour préparer le déménagement, on a déjà les cartons, qui va arriver jusque dans le service, qui va délivrer la chimiothérapie. Donc l'infirmière reçoit, comme ceci, la poche de chimiothérapie. Elle prépare ce qu'on appelle la tubulure, donc la perfusion, on rince toujours un petit peu avec une petite poche de sérum physiologique ou de glucosé, ça dépend, la chimiothérapie. Donc elle prépare la tubulure pour enfin l'administrer au patient. Et bien sûr, il y a un contrôle normalement de l'identité. Alors bien sûr, il y a un contrôle ici du nom du malade, du protocole, etc. Et il y a de nouveau un contrôle au lit du malade. Donc une fois que la chimiothérapie est administrée au patient,
on clampe, c'est-à-dire qu'on bloque la perfusion, et on enlève la chimiothérapie. Et il faut vous dire qu'après, qu'est-ce qu'on fait du produit qui est déjà passé, qu'est-ce qu'on fait de la poche de chimiothérapie? Eh bien, c'est la poubelle, avec les déchets toxiques qui sont après éliminés de manière particulière. Donc je suis désolée, en fait, parce que je me rends compte que je finis sur la poubelle, mais c'était pas du tout l'objectif. On est d'accord, la chimiothérapie est passée. Là, c'est vraiment les déchets. Et donc, pour conclure notre présentation à Luc et à moi, le présent et le futur de la recherche clinique, c'est que les progrès réalisés ces dernières années ont permis d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques dans les lymphomes. On vous en parle depuis ce matin, et en tant que patient informé, vous le savez. Il est évident que cette recherche, elle change, notamment grâce au progrès des techniques de décryptage un peu des voies de cancérologie dans le lymphome, et que la meilleure compréhension de ces mécanismes impliqués dans ce qu'on appelle la lymphomagénèse, c'est-à-dire la fabrication du lymphome, permet le développement de nouvelles molécules qui vont cibler les anomalies présentes. Il va être important, parce que c'est vrai que le champ de la recherche est vaste, comme je vous l'ai dit, très peu de médicaments arrivent à passer les différents stades de développement jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Il est important de mettre en place des essais cliniques qui permettent d'évaluer l'efficacité de ces nouvelles molécules et leur positionnement dans l'arsenal thérapeutique pour vous soigner, vous patients. Merci pour votre attention.